La TVT au cœur de l'information. La 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est tenue ce samedi par visioconférence. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, y a pris part. Plusieurs sujets étaient au cœur du jour, entre autres, de la synergie d'action face aux impacts socio-économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L'agriculture togolaise, une nouvelle politique basée sur la construction des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées, et du rapprochement des producteurs en intrants agricoles. Que pensent les producteurs de cette initiative du gouvernement? La réponse dans un instant. Et puis Move Togo a une nouvelle identité visuelle, c'est désormais Move Africa pour plus d'efficacité dans la prestation de services. Ce changement d'identité visuelle intervient également dans les 10 autres filiales que compte l'opérateur sur le continent. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a pris part ce jour par visioconférence à la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État et ses pairs ont officiellement lancé le thème de cette année consacré aux arts, à la culture et au patrimoine du continent. Ils ont également planché sur une synergie d'action face aux impacts socio-économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le point sur la réforme institutionnelle de l'organisation lancée il y a 5 ans était au cœur des échanges. Et juste après la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine par visioconférence, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a reçu le ministre délégué aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdelaziz Katan, arrivé au Togo pour une visite de travail. Les échanges ont essentiellement porté sur la redynamisation du partenariat entre Lomé et Riyad. Ramdan Bassina. Visite de travail au Togo, le ministre délégué aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdelaziz Katan, a échangé avec le président Faure Gnassingbé sur plusieurs aspects. La rencontre a porté sur la redynamisation du partenariat entre Lomé et Riyad, ainsi que les questions internationales relatives à la paix et à la sécurité. Ahmed bin Abdelaziz Katan a renouvelé au chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé l'invitation à participer au 2e sommet Arabie Saoudite-Afrique. Pour lui, il est important pour le Togo de bénéficier de l'accompagnement du Fonds saoudien pour le développement FSD dans la mise en œuvre de ses projets prioritaires. D'ailleurs, une délégation togolaise de haut niveau est attendue à Riyad pour une rencontre sur les opportunités d'investissement du secteur privé saoudien au Togo. Le ministre délégué a salué le leadership du chef de l'État dans la sous-région et sur le continent. Il s'est aussi félicité de son implication dans la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'extrémisme violent. La visite de travail du ministre délégué intervient quelques jours après la cérémonie de présentation des lettres de créance de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Togo, Mechal Hamdan Al-Roghi, au chef de l'État. Une marque de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Plusieurs accords d'ailleurs lient les deux pays, notamment des conventions de financement des projets de développement et d'échanges commerciaux à travers le Fonds saoudien de développement et avec l'appui de la Banque islamique pour le financement de la construction des infrastructures routières et énergétiques. À travers la nouvelle politique agricole, le gouvernement met en place une stratégie pour mieux accompagner les producteurs. Il s'agit de la construction des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP et du rapprochement des agriculteurs aux intrants agricoles. Comment les producteurs ont accueilli cette initiative? Certains se sont prononcés au micro de Silver Aboudou.
La dynamique impulsée par le gouvernement togolais pour cette campagne agricole 2021-2022, c'est d'offrir un cadre coopératif aux agriculteurs devant leur permettre d'améliorer la productivité pour davantage booster le rendement. À travers cette vision stratégique, l'État prévoit de construire des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, dont 80 sites au total à implanter en ajout à celles déjà existantes. Une politique pour faire du secteur agricole un secteur productif à haute valeur ajoutée. Et déjà, l'initiative est accueillie à cœur joie par les producteurs qui se préparent activement pour emblaver de grands espaces agricoles. Ça a été un vœu très longtemps des producteurs, puisque il est difficile à un producteur individuellement comme ça d'amener un bulldozer sur un terrain pour se dire qu'il veut aménager. Et puis jusqu'à ce jour, on n'a pas une banque agricole qui puisse nous accorder des crédits à long terme ou à moyen terme pour pouvoir le faire. Maintenant que le gouvernement a pris cette décision de le faire, nous ne pouvons que l'acclamer, nous ne pouvons que saluer. Pour moderniser l'agriculture, ce qu'il faut même, c'est l'aménagement, surtout les retenues d'eau. Il faut de l'eau pour pouvoir cultiver. Normalement, un agriculteur ne doit pas s'arrêter pour dire qu'il y a un temps mort. Après une culture, on peut faire encore une autre s'il y a l'eau, le retenu d'eau. Mais ce que nous voyons, c'est que on est au dépend de la nature. Et le climat, ça nous menace chaque jour. C'est ce qu'on attendait. Quand tu attends quelque chose et c'est venu là, tu le dis bienvenue. Donc nous avons bien accueilli l'initiative et nous voulons que ça aille encore de l'avance. Et l'application surtout. L'autre volet de cette initiative concerne le rapprochement des producteurs des centres d'approvisionnement en intrants agricoles. Dans chaque canton, des magasins de stockage vont être disponibles pour éviter aux producteurs de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en intrants. Ces intrants seront désormais disponibles et à temps. Anticiper, c'est toujours une bonne chose. Il n'est plus question d'attendre la pluie avant d'avoir l'engrais ou bien de semer avant d'avoir l'engrais. Et comme l'initiative est qu'il y ait un rapprochement de ces intrants auprès des producteurs et qu'au niveau de chaque canton, c'est avec joie que nous l'avons accueilli. Et vraiment, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement. Parce que nous croyons que le chef de l'État vient d'inculquer encore cet esprit d'anticipation. Parce qu'on peut le dire, aujourd'hui avec Covid-19, n'eût été cette anticipation, on serait beaucoup plus victime. Maintenant que les membres du gouvernement aussi ont pris la même voie, nous ne pouvons que saluer quant à nous paysans. L'énergie que nous utilisons par rapport à la distance que nous prenons des intrants à 11 km de Moretan, à 13 km de Nyamasila et à 22 km de Lavagnon. Si aujourd'hui l'engrais est proche de nous, vraiment nous allons vraiment développer nos cultures. Parce que quand tu sors de ta chambre en même temps, tu sais que tu peux aller prendre de l'engrais. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Padat avait démarré de nous construire un magasin. Actuellement le magasin est prêt. Si on dit même aujourd'hui d'amener les intrants, le magasin est prêt. On peut amener tous les intrants. Donc ça va nous profiter beaucoup par rapport à nos activités cultivables. Les zones d'aménagement vont permettre par exemple aux producteurs d'emblaver de grandes superficies et surtout de se constituer en groupement comme voulu par le gouvernement afin d'unir leurs forces pour une production à grande échelle. Des initiatives pour faire de l'agriculteur de vrais entrepreneurs agricoles. Outre ces acquis et accompagnements, le gouvernement a mis également en place d'autres mécanismes, notamment le MIFA, qui aujourd'hui a fait également ses preuves dans le secteur. Depuis 2018, l'antenne régionale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB Kara, a pris des initiatives en créant et en accompagnant des groupes d'épargne. Et c'est dans le souci de favoriser l'autonomisation des femmes. Ces groupes d'épargne enregistrent des succès. Comment fonctionnent-ils et en quoi consiste leur succès? Nestor Mouzou. Au titre du SAEG, programme de soutien aux activités économiques des groupements, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB Kara, a mis en place des GE, groupes d'épargne, dans son ressort territorial. Ces groupes fonctionnent suivant un système de gestion transparente, communément connu sous le nom de 3 clés. La caisse du groupe compte 3 cadenas et la clé de chaque cadenas est détenue par 3 personnes différentes afin de minimiser les risques de détournement. Le système de gestion offre des opportunités de prêt aux membres.
À chaque fin de cycle d'un an, les adhérents se retrouvent pour faire le bilan et procéder à la redistribution. C'est cet exercice que le groupement Essokana de Tchare dans la Kosa effectue. On a commencé par 15 femmes et après tout, Anadebo est venu par ses multiples conseils, ses appuis. On est au nombre de 25. D'où on a commencé un tampon de 200 francs, ce qui fait 1000 francs par semaine. On a fait un an et on a gagné quelque chose de 1 527 080 francs. Quand on cotise l'argent là, on fait des prêts. Et notre prêt, c'est à 5%. Les intérêts qu'on emmagasine, c'est pour nous. On ne donne pas ça à aucun microfinance. D'ailleurs, pour commencer, les microfinances nous ont trop découragés. Tu vas ici aujourd'hui, on te dit que microfinance a fui. Aujourd'hui, ici, on dit microfinance a fui. Et quand on a vu Anadebo, au premier abord, les autres ont refusé. Ils disent non, on va cotiser encore, Anadebo va prendre fure. Mais par leur conseil, à la fin, on sait que c'est quelque chose qu'on a gagné. Parce que l'argent là, c'est pour nous. L'intérêt, c'est pour nous. Il ne prend rien chez nous. C'est les conseils qu'ils nous donnent. La satisfaction se lit sur tous les visages des membres du groupement Essokana par rapport au succès enregistré, succès qui leur permet de mener des activités génératrices de revenus. Au départ, il n'y avait pas d'engouement, mais maintenant, l'engouement est réel. Avec les séances de redistribution, moi particulièrement, ça m'a aidé à faire du petit commerce, et ceci grâce à l'ANADEB. Aujourd'hui, je suis très bien, je m'habille bien, je fais souvent des prêts pour renforcer mon commerce, ce qui me permet de mieux prendre en charge mes enfants. Pour l'année 2020, 13 groupes d'épargne ont été créés dans la région de la Kara. Depuis 2018, ce sont 30 groupes d'épargne qui ont été mis en place dans la région pour un total de 656 membres. Ces groupes, pour le compte de l'année 2020, ont capitalisé plus de 22 519 000 francs CFA. À la Caisse nationale de sécurité sociale, des innovations ont été apportées aux diverses prestations, des progrès également au rang des pensions et allocations. Alors, quelles conditions remplir pour bénéficier de ces nouvelles offres? Voyons cela avec Lucas. Un agent permanent de l'État assuré, âgé de 55 ou 60 ans, a droit à une pension de vieillesse normale s'il accomplit au moins 180 mois d'assurance et cesse toute activité salariée. Cette pension est déterminée et payée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Elle offre également une pension de vieillesse anticipée. C'est une offre réservée aux assurés de 55 ans accomplis, non atteints d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, mais remplissant la condition d'assurance donnant droit à une pension de vieillesse. Tout assuré remplissant ces conditions peut demander le bénéfice de ses droits à pension par anticipation. Et dans ce cas précis, le montant de sa pension va subir un abattement de 5% par année d'anticipation. La pension d'invalidité. Elle est réservée à l'assuré qui devient invalide avant l'âge de 60 ans et qui a accompli au moins 120 mois d'assurance, dont 6 au cours des 12 derniers mois civils, précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité. Sont calculés en pourcentage de la pension de vieillesse, d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès, les pensions de survivants. Ceci se fait à raison de 50% pour le conjoint survivant, c'est-à-dire veuve ou veuf, 25% pour chaque orphelin de père ou de mère, et 40% pour chaque orphelin de père et de mère. Il faut retenir que le montant total des pensions de survivants n'excède pas celui de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit. Outre les pensions, la CNSS donne aussi des allocations. L'institution a mis en place une allocation de vieillesse. Elle est destinée aux assurés ayant accompli au moins 12 mois d'assurance et atteint 60 ans avec la cessation de toute activité salariée alors qu'il ne remplit pas la condition de 180 mois d'assurance requise pour une pension de vieillesse normale. Ils reçoivent tout simplement une allocation de vieillesse en versement unique.
Les assureurs reconnus invalides et qui ont accompli moins de 120 mois d'assurance ne sont pas en reste. Ils peuvent percevoir une allocation d'invalidité sous forme d'un versement unique. Les survivants ont droit à une allocation si l'assuré décédé a pu accomplir au moins 12 mois d'assurance au lieu de 180. Le mécanisme d'obtention de ces pensions ou allocations n'est pas automatique. Il est requis un dépôt de dossier de demande à la Caisse nationale de sécurité sociale pour appréciation et validation. La Caisse nationale de sécurité sociale a également en charge la protection sociale des travailleurs déclarés. Elle immatricule les employeurs et les travailleurs assujettis, recouvre les cotisations sociales dues, gère les cotisations sociales et paie des prestations sociales aux ayants droit. Ces prestations permettent aux bénéficiaires d'assurer leurs vieux jours ou de se prendre en charge en cas de décès d'un parent ou conjoint. La flambée des contaminations au Covid-19 appelle à de nouvelles mesures. Désormais, un groupe mixte de surveillance anti-Covid remplace la FOSAP, Force spéciale anti-pandémie. Les prérogatives de ce nouveau groupe ont été portées à la connaissance du public au cours d'une conférence de presse de la coordination de riposte. Le point a été également fait sur l'évolution de la situation sanitaire au Togo. Dodoaré. Mis en place un comité mixte pour pouvoir remplacer la FOSAP. Alors, de quel constat vous êtes parti pour mettre en place justement ce comité et pour travailler sur le terrain? La FOSAP qui passe de la tutelle du ministère de la Sécurité à la tutelle de la CNGR, qu'est-ce qui va concrètement changer dans le fonctionnement du GMS pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays? Ce sont entre autres préoccupations des journalistes à ce rendez-vous hebdomadaire. Le Togo, dans sa nouvelle stratégie de riposte, met à contribution de nouveaux acteurs de surveillance anti-Covid. C'est un groupe de personnes déployées sur l'ensemble du territoire et composé des forces de défense et de sécurité et des personnes issues de la population civile. Actuellement, nous devons nous focaliser beaucoup plus sur la sensibilisation et la pédagogie. C'est pour cela qu'il y a eu une réduction de l'effectif de la force qui existait et parallèlement on augmente avec le personnel civil qui vont beaucoup plus faire la sensibilisation et la pédagogie. Cette équipe fera la ronde tous les jours dans toute la ville en recherchant les endroits où il y a des regroupements qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, notamment les mariages, les célébrations des mariages qui sont interdites, les célébrations des baptêmes qui sont interdites, les funérailles et pendant la nuit, les boîtes de nuit qui animent. Ce nouveau groupe veillera de manière beaucoup plus consensuelle à l'application sur toute l'étendue du territoire des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Vous comprendrez que ce nouveau groupe prend la place de la FOSAP. La courbe de contamination est toujours ascendante. Plus de 400 cas cette semaine, 35 élèves touchés et 3 décès. Les mesures ont rapidement été prises pour circonscrire la contamination en milieu scolaire. Il y a eu 2 lycées dans lesquels il y a eu contamination, notamment le lycée de Bomboka et le lycée de Tandjouaré. Le lycée de Bomboka, le premier jour, nous avons, en testant tous les lycées, nous avons eu 23 cas le même jour. Et ces 23 cas sont concentrés dans 3 classes. Et ces 3 classes ont été fermées pour 2 semaines. De la même manière,
Au lycée de Tandjouaré, nous avons eu 13 cas le premier jour, et ces 13 cas concernaient 2 classes. Et tout récemment, nous avons demandé la fermeture de ces 2 classes pour 2 semaines, le temps qu'on continue par suivre les autres. Donc initialement, on n'a pas fermé les lycées. On a préféré que ces classes, le reste de ces classes, ne soient pas un foyer qui va contaminer le reste du lycée. Et c'est pour cela que les classes, 3 classes au niveau du lycée de Bomboka, 2 classes au niveau du lycée de Tandjouaré ont été fermées. Et les enfants qui seront à la maison seront surveillés à la fois par le comité local qui a mis en action la direction régionale de l'enseignement, la direction préfectorale de santé et les chefs cantons et les chefs religieux en action pour pouvoir gérer cette situation. L'accès au vaccin est plus difficile que ce que l'on croyait. Le gouvernement met tout en œuvre pour que le pays dispose des premières doses dans les plus brefs délais. En attendant, la coordination appelle au respect scrupuleux des mesures sanitaires et restrictives. Et la nouvelle vague de contamination sans précédent de coronavirus dans la région des Savanes est qualifiée de transmission communautaire. Elle a déjà affecté 287 personnes. Qu'entend-on par transmission communautaire? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce mode de transmission? Comment éviter la transmission communautaire du Covid-19? En savoir un peu plus avec Diazinam Bag. Selon le site officiel du gouvernement, 17,11% des contaminations du coronavirus enregistrées au Togo sont des cas importés par des voyageurs contre 82,66% des cas internes. Parmi les cas internes, on recense des transmissions locales dont on retrouve généralement l'origine de la contamination et des transmissions dites communautaires. C'est le cas retrouvé dans la communauté, mais pour lesquels on n'a pas retrouvé le cas confirmé infectant et aussi qu'il n'y a pas une notion de voyage. Ce sont des cas qui ne sont pas revenus de voyage. Donc c'est ce groupe-là que nous classons dans la terminologie transmission communautaire. Lorsque la transmission communautaire est présente, ça veut dire que la maladie est disséminée partout dans la communauté. La vague de contamination actuellement en cours dans la région des Savanes et dans plusieurs autres localités du pays est qualifiée de transmission communautaire. En début du mois de septembre 2020, la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 tirait déjà la sonnette d'alarme quant au comportement à risque. Oui, globalement, pour l'ensemble du pays, on a la transmission communautaire qui est prédominante. Et donc, ceci veut dire tout simplement qu'il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. Face à la flambée des cas de transmission communautaire du coronavirus, il urge de retourner vers les fondamentaux du respect des gestes barrières pour rompre rapidement la chaîne de contamination du virus à couronne. En cas de contamination communautaire, la première des choses, c'est le respect des mesures barrières. C'est-à-dire que dans la communauté, nous avons des cas. Et nous avons 2 types de cas. Des cas qui présentent des signes et des cas qui ne présentent pas des signes. Donc on parle de cas symptomatiques et de cas asymptomatiques. Vu que le nombre de cas asymptomatiques, c'est-à-dire sans signe, est plus grand dans la communauté, on se retrouve généralement devant des gens apparemment bien portants, qui ne souffrent d'aucun signe clinique, mais qui sont quand même contaminants. Et de ce fait, si on n'observe pas les mesures barrières, on peut facilement être contaminé. Et c'est pour cela que dans ces situations, il est exigé de respecter les mesures barrières, à savoir le port de masque pour éviter de recevoir de la personne malade, mais apparemment bien portante et qui ne se connaît pas, de recevoir de cette personne-là les postillons, les gouttelettes qu'elle
projette lors de la parole, lors de la toux, lors des éternuements, lors du rire, etc. Et se mettre à au moins 1 mètre de tout individu. Tout simplement parce que les postillons, les gouttelettes, lorsqu'elles sont projetées, tombent à moins d'1 mètre. Donc, lorsqu'on est à 1 mètre et plus, on a moins de chances de recevoir ces gouttelettes. La main étant le point de contact le plus fréquent entre les individus, il constitue donc une porte d'entrée. Donc, on peut s'infecter par la main facilement. Et c'est pour cela que la 3e mesure barrière est de se laver les mains avec l'eau et le savon de façon régulière. Et maintenant, le risque est plus grand lorsqu'on est nombreux, lorsqu'on est ensemble dans un regroupement. Et voilà pourquoi une autre mesure est d'éviter les regroupements. En plus des gestes barrières, il faut également respecter scrupuleusement les mesures restrictives édictées par le gouvernement, notamment le couvre-feu de 20h à 5h du matin et le bouclage du Grand Thône qui s'étend à partir de ce 27 janvier 2021 à toute la région des Savanes pour endiguer efficacement la propagation de la pandémie du coronavirus. La course au vaccin contre le Covid-19 et la lutte contre la pandémie, ce combat se mène aussi sur les réseaux sociaux. Trop souvent, de fausses informations, des alertes dans un contexte où les perspectives de la crise sanitaire ne sont pas les mêmes partout. Et à l'heure où la campagne vaccinale en Afrique est source de croyances erronées, comment les professionnels de la santé appréhendent-ils la situation? Augustin Corsi. Il paraît que le Coca-Cola rend le test du Covid positif. Cette vidéo a certainement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un homme, un supposé pharmacien qui semble démontrer qu'un test antigénique au Covid-19 peut devenir positif avec quelques gouttes de coca. Dans un climat jugé complotiste et de fausses informations en ce qui concerne la campagne vaccinale en Afrique, les professionnels de la santé parlent plutôt de l'utilisation vicieuse et perverse des réseaux sociaux. On se demande si les gens ne sont pas payés pour que nous, les Africains, ne prennent pas le vaccin. Comme ça, on va les arranger. Deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, ce virus nouveau, il va nous réserver encore des surprises. Il y a, quant au mois de juin, quelques chercheurs scientifiques disaient attention à ce qu'il va muter. Nous tous, moi en premier lieu, les gens là ils exagèrent, l'histoire va se calmer. Ça ne s'est pas calmé, les variants nous en aurons et nous en aurons encore. Qu'est-ce qui s'est passé sur la vaccination? Heureusement que les scientifiques, les chercheurs cherchent sans but. Depuis que les vaccins existent, on a changé la manière de les fabriquer. Autrefois, c'était simple, ou bien on tuait la bactérie, et puis, ou bien on disait c'est vivant. On ne peut plus donner des vaccins vivants. Le premier qui nous a giflé en pleine figure, c'est le VIH. Et ces nombreux mutants, depuis ce temps-là, il y a des chercheurs qui se sont dit il faut qu'on réfléchisse aux bonnes stratégies de prévention, aux bons vaccins. Le variant sud-africain du Covid-19 est aujourd'hui dans le viseur des chercheurs, tout comme son cousin britannique, plus contagieux que la souche d'origine. Mais des interrogations subsistent quant au relâchement dans le respect des gestes barrières. Moi, je voudrais ajouter qu'il faut l'autodiscipline. Il y a une chose qu'on n'a pas bien utilisée, c'est tous les réseaux communautaires. Moi, je vois dans mon quartier, il y a des gens qui viennent avec des voitures pour la religion ou autre, qui rassemblent les gens s'assoient et les écoutent, mais on n'a pas utilisé ce potentiel pour Covid. Je crois qu'il faut y penser. Parler dans le langage est très important. Si ce que nous disons, ils ne comprennent pas, il ne peut pas y avoir, l'habitude ne vient pas. Donc, et puis, il ne faut pas le faire une mission, un passage, mais plusieurs. L'Afrique fait face à une croissance exponentielle de la pandémie, surtout avec les nouveaux variants. Le nombre de cas augmente au jour le jour et la vigilance est vivement recommandée.
Et justement, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, vendredi 6 février 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5436, 80 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4535, 79 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 822 et le nombre de décès est de 79. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Je vous l'annonçais en titre, Move Togo devient Move Africa avec une nouvelle identité visuelle. Cette mutation s'opère dans toutes les zones filiales de Maroc Télécom, dont Move Togo, qui entend marquer ainsi un nouveau chapitre. Cette nouvelle identité veut surtout incarner l'Afrique en mouvement. Ulrich Amega, Abidé Nassimbi. Move Togo devient Move Africa. L'on peut le remarquer depuis le 1er janvier de l'année nouvelle avec le bleu, blanc, orange visible un peu partout. Un changement d'identité visuelle qui rime avec les ambitions des responsables du groupe Maroc Télécom. Celle d'être en phase avec le développement du secteur des télécommunications, les nouvelles technologies et surtout la concurrence. Dans un souci d'unification, d'uniformisation, de simplification de l'ensemble, je pense, des logos, des identités visuelles de l'ensemble des filiales de Maroc Télécom. Il faut savoir que Maroc Télécom est présente sur 11 pays et donc forcément il fallait mettre tout le monde sur la même identité visuelle et avec la même marque. C'est une façon de rajeunir encore la marque, de nous donner encore des opportunités pour nous positionner d'une manière encore plus implacable et plus intéressante pour nos consommateurs et sur nos différents marchés. Au-delà de l'identité, il s'agit d'innover, de séduire et d'offrir un meilleur accès de sa clientèle à la communication et à l'Internet. Move Africa vient donc pour relever plusieurs défis dans ses prestations. 2021 va être une année de forts et d'importants investissements bien évidemment sur le réseau pour essayer d'améliorer le réseau, la couverture, la densification et la qualité de service. Mais également, c'est une bonne nouvelle pour le Togo, pour la mise en service des câbles sous-marins West Africa. Il y a un nouveau câble qui va desservir le Togo, qui nous vient depuis Casablanca. Ce câble-là va développer, améliorer la couverture, bien évidemment, la connectivité internationale. Nous aurons une grande capacité de bande passante qui va permettre aux consommateurs de naviguer aisément et avoir des débits qui sont très très importants. Nous avons cette promesse également d'amélioration de nos offres de produits et services, forfaits, Internet, voix, mobile money. L'histoire a commencé au Togo en janvier 2000 avec le nom Télécel, Move Togo en 2006, puis Move Africa en 2021. C'est donc une nouvelle aventure de conquête de l'Afrique par cette nouvelle identité visuelle des filiales du groupe Maroc Télécom qui veut mieux faire rêver les populations où qu'elles soient. Fin à ce journal, merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nassimbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.